La France est sortie victorieuse de la Première Guerre mondiale, mais elle est sortie épuisée. Elle a perdu 1 300 000 hommes, plus 1 100 000 mutilés, les gueules cassées, vous connaissez cela, plus tous les gens qui ont été gazés, qui ont été ébranlés psychiquement. La guerre lui a coûté 150 milliards, plus les destructions qui ont eu lieu, puisque les combats ont eu lieu sur son territoire. Donc la France est épuisée, les anciens combattants sont unanimement pacifistes, et donc la restitution à la France de l'Alsace-Lorraine ne procure qu'une joie parfaitement illusoire. Et aux élections de novembre 1919 est élue une chambre bleue horizon qui forme un bloc national, c'est une espèce de continuation de l'union sacrée qui avait eu lieu pendant la guerre, mais malheureusement, même après une guerre, il faut repartir de l'avant, ce qui la France va avoir beaucoup de mal à faire. On peut signaler qu'en 1920, quand Poincaré termine son mandat, eh bien Clémenceau pense être élu à la présidence de la République, mais il ne l'est pas, parce qu'on considère qu'il est trop anticlérical, et que, comme il est vieux, des funérailles laïques feraient mauvais effet dans l'opinion, et donc c'est Deschanel qui est élu. Il démissionnera, vous savez, quand il est tombé du train, etc. Bon, on a dit qu'il était malade, on a dit qu'il était dépressif, on a dit qu'il était fou, mais je pense que cette histoire est beaucoup plus compliquée qu'on ne le dit. Toujours est-il que c'est Millerand qui lui succède. Quant aux socialistes, ils se tiennent à l'écart du bloc national et ils vont tenir en 1920 leur congrès. Ce congrès de Tours va être marqué par la scission des socialistes. Il y a eu la révolution en Union soviétique, enfin en Russie qui est devenue l'Union soviétique, et il s'agit de savoir si c'est là le socialisme dont on rêvait du temps où Jaurès parlait de sa voix vibrante, ou bien si ce n'est qu'une ignoble dictature sanguinaire. Eh bien, la plupart des socialistes vont reconnaître dans cette révolution soviétique le bonheur tant annoncé, et ils vont former le Parti communiste français, qui adhérera à la Troisième Internationale fondée par Lénine, qui sera dirigée donc de Moscou par le Comintern. Et les minoritaires resteront dans la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, c'est-à-dire la deuxième internationale. Et il va y avoir une session analogue dans le monde syndical entre la CGT, qui reste réformiste, et la CGTU, c'est la Confédération Générale du Travail Unifiée, on s'appelle toujours unifié quand on vient de faire une session, c'est la tradition, qui va adhérer aussi au principe du communisme. En réalité, ces deux centrales syndicales seront réunies de nouveau en 1936 dans la joie profonde du Front populaire. Mais on n'en est pas encore là, et pour l'instant, la période politique est dominée par les personnalités de Briand et de Poincaré, qui ont des politiques opposées, mais qui vont parfois siéger dans les mêmes gouvernements, ce qui ne simplifie rien. Et la grande illusion de l'après-guerre en France, c'est l'Allemagne paiera. Tout va aller bien, car tout sera remboursé, ce sera comme avant. Malheureusement, les États-Unis et l'Angleterre ne l'entendent pas tout à fait de cette oreille, et ils veulent permettre à l'Allemagne de se relever. Il va y avoir des dissensions entre les alliés. Et Briand, qui est d'abord président du Conseil, renonce à cette tâche. Il est président du Conseil en 1921-1922. Il essaye d'obtenir le paiement des réparations. Ça ne fonctionne pas et il est remplacé par Poincaré. Poincaré, lui, il est partisan de la manière forte. Poincaré, il avait été président de la République jusqu'en 1920. Il redevient président du Conseil. C'est une petite curiosité. Et en 1923, il fait occuper la Roure, opération qui va donner lieu à la grève générale et une résistance passive, donc une opération plutôt malencontreuse, et qui va déboucher sur le plan Dawes en 1924, qui rééchelonne les paiements et entraîne l'évacuation de la Roure. Mais Briand va rester ministre des Affaires étrangères de 1925 à 1932. Et lui, donc, il essaie d'avoir une politique plus conciliante avec l'Allemagne, et il va obtenir de celle-ci la reconnaissance de sa frontière occidentale, c'est-à-dire notamment sa frontière avec la France, ce qui permettra de signer le pacte de Locarno en 1925. Et à la suite de ce pacte, eh bien, l'Allemagne peut faire son entrée à la Société des Nations, la SDN, ce qui lui a été refusé jusque-là. Et Briand, on lui reprochera un peu son idéalisme, il va aller jusqu'à faire signer à 15 puissances ce qu'on appelle le pacte Briand-Kellogg, qui est une renonciation générale à la guerre. On met la guerre hors la loi, plus jamais on ne fera la guerre. Vous voyez que c'était tout à fait prophétique. Et c'est signé en 1928. Mais en 1929, tout cet idéalisme est oublié car la crise éclate avec l'effondrement de la bourse de New York. Et elle frappe de plein fouet l'Allemagne, ce qui fait qu'un nouveau plan de paiement des réparations est établi, c'est le plan Young.
Mais la gauche, qui est revenue au pouvoir en 1932, ne peut pas imposer les paiements, on peut réchelonner tant qu'on veut, les paiements n'auront pas lieu, il y aura 12 milliards qui seront payés finalement, alors qu'on en espérait 62. Et la crise frappe à son tour la France, avec un peu de retard, en 1932, et comme les paiements ne sont pas faits, on compte dessus, ils ne sont pas faits, les déficits reviennent. Et donc le régime va commencer à se décomposer. On voit qu'après l'union sacrée de la guerre et les traumatismes qui ont découlé de la guerre, eh bien, en réalité les clivages politiques anciens et les questions politiques d'avant la guerre restent les mêmes. Le régime n'a pas bougé et donc il y a un terrible manque de perspective qui va faire se déchaîner les oppositions. En 1924-1926, par exemple, c'est le cartel des gauches qui revient au pouvoir parce qu'on reproche à Briand et Poincaré leur attitude conciliante envers les catholiques. Et ce cartel de gauche est dirigé par Herriot, mais en réalité, en 1926, Herriot est obligé de partir parce que lui, il est trop anticlérical. Donc vous voyez que ce sont des vieilles questions qui divisent beaucoup et qui restent d'actualité comme si rien ne s'était passé. Et tout cela entraîne bien sûr la méfiance de la droite envers cette République et qui est renforcée de nouveau, comme avant la guerre, par l'éclatement d'affaires sordides, comme l'affaire Oustric en 1932, c'est une faillite frauduleuse de banque, l'affaire Stavisky en 1934, qui est une affaire de pyramide de Ponzi tout à fait classique, qui mouille les hommes politiques, et donc tout cela développe l'anti-parlementarisme, qui n'est pas nécessairement anti-républicain. Mais ce régime parlementaire instable et corrompu ne convient plus. Et du coup, cela alimente les rangs des ligues patriotiques. Alors, les deux plus grandes de ces ligues, c'est les Jeunesses patriotes, qui sont dirigées par un industriel qui est Tétinger, qui regroupe jusqu'à 90 000 membres. Et puis, il y a surtout les Croix de Feu, qui est une association d'anciens combattants, dirigée par le colonel de la Rocque, qui va compter jusqu'à 260 000 membres. Mais ce sont avant tout des associations d'anciens combattants, surtout les Croix de Feu, et non pas des associations de type fasciste. En réalité, il faut voir qu'il y aura des partis fascistes à travers toute l'Europe, mais en France, ça n'aura que très peu de succès. Alors, il faut y ajouter l'Action française, qui a perdu beaucoup de son influence parce qu'elle a été condamnée par le pape Pie XI en 1926, mais les Camelots du Roi, disons, mènent des actions communes avec les membres de ces ligues. Et puis il existe un certain nombre de groupuscules fascistes marginaux qu'il ne faut pas trop confondre avec ces ligues. Il y a la Solidarité française qui est fondée en 1933, qui n'aura pas plus de 15 000 membres, vous voyez, contre 260 000 pour les Croix de Feu. Et puis il y aura le parti franciste, qui est le seul parti véritablement fasciste en France, qui ne dépassera pas 5 000 ou 5 500 membres. Et puis enfin le Parti populaire français, qui est fondé par Jacques Doriot, qui est un ancien du Parti communiste. Il faut bien voir que ces partis fascistes ont très peu de succès en France. Il existe des partis fascistes à travers toute l'Europe, mais par exemple, le parti fasciste de Sir Oswald Mosley en Angleterre aura jusqu'à 40 000 à 50 000 membres, il y a donc 10 fois plus qu'en France. D'autre part, le fait d'avoir des groupes qui défilent en uniforme n'est pas propre aux partis de style fasciste, n'est pas propre aux partis de droite. Les jeunesses socialistes de la SFIO défilent également en uniforme dans les rues et forment des associations de style paramilitaire. C'est en réalité l'avènement du fascisme proprement dit et surtout du nazisme qui fera perdre aux partis politiques de tous bords le goût de ce genre de manifestation. Et en 1934, le 6 février, eh bien, le limogeage du préfet Chiappe, à cause de l'affaire Stavisky, bon, j'entre pas trop dans les détails, provoque une grande manifestation organisée par ces ligues. Et cette manifestation va être réprimée violemment. Il y aura plus de 31 morts, beaucoup de blessés. Et l'un des résultats de cette manifestation, c'est que la gauche va se mobiliser contre le fascisme en faisant un petit peu un mélange entre des fascistes qui sont très peu nombreux et les ligues patriotiques, dont en fait, par exemple, le 6 février 1934, le colonel de la Rocque et les Croix de Feu ont refusé de marcher sur le palais Bourbon et ils auraient pu renverser le régime, ils ont refusé de le faire. Je signale que le colonel de la Rocque sera déporté pendant la guerre. Néanmoins, la gauche fera son unité sur le thème de l'antifascisme, ce qui conduira 2 ans plus tard au Front populaire, mais ce qui est paradoxal, c'est que cette ardeur à lutter contre le fascisme en France, où il est presque inexistant, s'accompagnera d'une très grande mollesse pour combattre les régimes réellement fascistes qui existent à l'étranger.